Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'effet patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale infrastructure, longtemps réservée aux investisseurs institutionnels. Ces infrastructures non cotées se hissent parmi les piliers des portefeuilles d'investissement. Alors à quoi correspond cette classe d'actifs? Pourquoi un tel engouement? Qui peut y investir et comment? Quels sont éventuellement les risques et peut-être certains pièges à éviter? C'est l'ensemble de ces questions que nous allons traiter dans un instant avec nos experts, des experts qui ont participé à ce numéro de Décideurs Patrimoine spécial infrastructure, voilà, de décembre 2024, que vous pouvez toujours retrouver en kiosque et sur commande. On va voir ça, les experts. C'est parti. Les experts sur les infrastructures sont avec nous. On est ravis d'accueillir Alain Hervé. Bonjour Alain. Bonjour Fabrice. Vous êtes président du directoire d'Arca Banque Privée. Bienvenue à vous. À vos côtés, Pierre-Emmanuel Giroux. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Fabrice. Directeur d'investissement chez Rivage Investments. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Justement, sur ces infrastructures, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair. On est en compagnie également de Michael Sfez. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Associé fondateur de Carmony Office. Et enfin, Anthony Calci. Bonjour Anthony. Bonjour Fabrice. Vous êtes CGP et fondateur du cabinet Calci Patrimoine à Paris. Tout de suite, on démarre avec vous. Vous allez nous présenter, Pierre-Emmanuel Giroux, d'un mot, Rivage Investment. Qu'est-ce que vous faites et votre spécialité justement sur ces infrastructures? Oui, bien sûr. Donc, Rivage Investment, nous sommes une société de gestion indépendante qui a été fondée en 2010, qui s'est spécialisée dès ses débuts dans la classe d'actifs de la dette et plus spécifiquement dans la dette d'infrastructure. Donc, aujourd'hui, on gère à peu près 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion en dette infrastructure, 4 milliards en dette senior et un peu moins de 2 milliards en dette infrastructure au rendement, Oui. qui est une classe d'actifs, on va dire, qui fonctionne très bien en ce moment et qui émerge beaucoup. Je pense qu'on en discutera aujourd'hui. On va dire, c'est vraiment la spécialité de Rivage Investment. On a également des fonds de dette sur le secteur public et sur la climate debt. Cette classe d'actifs, infrastructure, qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? Quels sont les actifs? On va le signaler tout de suite, des actifs réels, tangibles, qu'elle recouvre. Exactement. Donc déjà, pour commencer par une définition un petit peu académique, mais on va être bref, l'infrastructure, c'est des actifs réels, comme vous le dites. C'est des actifs pour lesquels on considère qu'il y a généralement une barrière à l'entrée, une situation de monopole ou de quasi-monopole. Oui. Et c'est avant tout des actifs essentiels. Voilà. C'est d'actifs dont toute l'économie a besoin, on va dire, quel que soit le contexte économique. Donc ça, c'est assez important de le comprendre. Et qu'on utilise tout un chacun au jour le jour. C'est ça. À la fois les entreprises et les particuliers, c'est vraiment des choses de la vie de tous les jours. Pour être un petit peu plus concret et citer des exemples, l'un des gros secteurs de l'infrastructure, c'est l'énergie au sens large, donc la production d'électricité, le transport, etc. On va également retrouver des infrastructures dans le monde digital, la transmission de la donnée, Oui. Les infrastructures par exemple de fibre optique, de tours télécom pour la téléphonie mobile, de centres de données, les fameux data centers qui sont une classe d'actifs émergente et très importante en ce moment qui se développe très fort. Et on a également d'autres actifs infrastructures, un petit peu plus en marge, mais qui revêtent également un caractère d'essentialité, comme par exemple le secteur de la santé, les hôpitaux, les équipements médicaux, ou d'autres secteurs comme ça qu'on peut également arrimer à la classe d'actifs infrastructures. Donc finalement, la mobilité, la décarbonation, vous disiez, l'énergie d'une manière générale. On pense que ça sera peut-être plus le photovoltaïque, les énergies renouvelables que les énergies fossiles en ce moment? Oui, absolument. Bon, il y a évidemment un mouvement en faveur de la transition énergétique et de la décarbonation de nos économies, qui historiquement avait été très porté quand même par les actions des pouvoirs publics et en particulier des mécanismes de subvention. Je pense que depuis 5 ans, on assiste à un changement de paradigme assez important dans le marché de l'électricité, qui est qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, il est rentable, il est économique sans subvention. L'éolien aussi dans certains pays, pas tous. Donc on assiste finalement à un changement où on veut faire du renouvelable, pas seulement parce que c'est bon pour la planète et pour la décarbonation, parce que c'est bon pour le business aussi, et c'est la source d'électricité qui dans certains cas peut être la plus compétitive. Le principal enjeu, c'est bien sûr le renouvelable, il est intermittent, on ne contrôle pas quand il produit. Donc le vrai enjeu actuel, et je pense des 5-10 prochaines années, c'est le stockage, c'est comment gérer cette intermittence et comment arriver à associer des sources intermittentes qui sont vraiment à bas coût aujourd'hui, qui sont parmi les moins chères,
à des solutions de stockage efficaces pour justement arriver à avoir des profils de production qui correspondent à la demande des entreprises et des consommateurs particuliers. Ouais, on rappelle que si c'est la nuit et qu'il n'y a pas de vent, ça devient compliqué pour faire tourner Voilà, ces nouvelles centrales. Donc c'est décarbonation d'un côté, digitalisation de l'économie, vous l'avez signalé, et démographie, vieillissement de la population. Alain Harvey, vous focalisez justement sur le sens aussi qu'on peut donner à l'épargne quand on parle aux clients de cette classe d'actifs. Tout à fait, Fabrice, c'est important de donner du sens à l'épargne. Donc Arkea Banque Privée en deux mots. Arkea Banque Privée, c'est la banque et filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea, qui est un groupe coopératif et mutualiste, et qui, là aussi, une des particularités, comme on va donner du sens à l'épargne, qui est entreprise à mission depuis mai 2022. Donc on est présent sur 7 agences sur l'ensemble du territoire français, avec une double vocation, c'est d'accompagner nos clients, rendre compte et être attentif aux besoins de nos clients, et aussi au niveau des banquiers privés, de les accompagner sur des secteurs, notamment les infrastructures. Pourquoi les infrastructures et donner du sens à l'épargne? Plusieurs raisons stratégiques, économiques, un secteur résilient, stable. Ça, je pense que c'est un des points importants. Ça donne du sens si on parle des énergies renouvelables, hein, comme tout à l'heure on en a parlé, les télécoms. On voit aussi que dans la digitalisation, c'est un secteur qui reste stable. L'autre point, comme on parle d'épargnants, c'est des rendements attractifs, hein. Dans le contexte des taux bas, ça a donné aussi des perspectives de rendement plus importants que les rendements traditionnels. Un besoin croissant en infrastructure, hein. Donc quand on donner du sens, c'est important aussi en fonction de la demande d'offrir à nos clients un besoin croissant, la digitalisation et les nouvelles technologies. Donc là aussi, beaucoup de besoins. Et le dernier point, c'est un engagement croissant envers l'ESG et la finance durable. Pour nous, c'est important. Les épargnants, notamment les moins de 40 ans, ont vraiment un appétit fort sur ce type d'actifs infrastructures. Quand je dis donner du sens à l'épargne, ça permet là aussi d'avoir un engagement fort sur les tendances de demain et d'un avenir meilleur. Ouais, et puis ça tombe bien parce que les quarantenaires, finalement, ils ont du temps devant eux. Donc, Voilà. ils ont le temps de rester aussi dans ce temps long de l'investissement. Et le dernier point, donner du sens, ça veut dire, je m'inscris dans une histoire. Pour moi, l'épargne, c'est une histoire. Et ça permet là aussi d'avoir une trajectoire pour dessiner un monde meilleur. Bon, écoutez, ça coche pas mal de cases. On va continuer notre tour de table. Michael Suez, Carmony Office. Alors, un petit mot sur Carmony et puis aussi comment vous abordez, vous, ces investissements en infrastructure. Alors, nous, on est un multifamily office, c'est-à-dire qu'on va accompagner d'un point de vue juridique, fiscal, enfin toutes les dimensions du patrimoine et bien évidemment les placements, un nombre maîtrisé de familles à 360. Les infrastructures, oui, c'est une classe d'actifs, comme vous l'avez mentionné, qui était au départ très institutionnelle. Oui. Elle nous semble attractive du fait de ses caractéristiques intrinsèques. Alors, nous, on est plutôt aujourd'hui exposé à l'equity, c'est-à-dire au financement par l'apport de capitaux propres à des sociétés d'infrastructure, un peu différent de ce que fait Rivage qui finance par la dette. Mais les infrastructures, elles ont effectivement cette particularité par rapport à d'autres segments du non-coté d'avoir une forte prédictibilité des cash flows, puisqu'on est sur des services essentiels à l'économie, comme vous l'avez cité. Et donc, ça permet effectivement, et on comprend bien pourquoi les institutionnels y sont allés, ça permet d'avoir une classe d'actifs qui est moins sensible, on va dire, au niveau global, aux facteurs économiques, au cycle économique. Donc, l'infrastructure, on s'y intéresse. Ça fait partie, j'ai envie de dire, de la cartographie des actifs non cotés. La façon dont on y va avec, au travers de fonds qui sont des spécialistes, souvent, et qui sont présents depuis plusieurs dizaines d'années. Qui sont souvent accompagnés par des advisors industriels dans chaque métier. Et surtout, la façon dont on y va, c'est qu'on, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est une classe d'actifs qui a ses risques. Je ne sais pas si on en parlera. On va en parler. On en parlera. Bon. Donc, je vais pas édulcorer, mais globalement, nous, on pense effectivement que des solutions globales, multi-régions sont plus adaptés pour nos clients, mais c'est effectivement sur un horizon assez long, hein. C'est une des classes d'actifs les plus longues. Bien sûr, voilà. Ça fait partie peut-être des limites, on va en parler. Alors on a eu de la banque privée, on a eu du family office, cabinet en gestion de patrimoine, on est peut-être sur quel type de patrimoine? Présentez-nous Kelsey Patrimoine, Anthony. Le cabinet Kelsey Patrimoine a presque 15 ans.
basé à Paris et effectivement, on gère 300 familles aussi, avec des tailles de patrimoine qui sont supérieures au moins en actifs nets à 1 million d'euros Mm. et une partie significative au-delà de 10 millions d'euros. Euh, le- la clientèle est bien répartie entre des non-résidents, une clientèle parisienne et une clientèle régionale. Et le cabinet fait partie du groupement Magna Carta, 70 cabinets indépendants qui mutualisent une vingtaine de collaborateurs et 3 milliards d'actifs sous gestion. D'accord, ça veut dire que pour l'ensemble de vos clients, finalement, cette classe d'actifs, elle peut être mise en portefeuille. C'est quelque chose que vous conseillez ou il y a voilà, des restrictions? Et c'est ça, donc ces typologies de clients, généralement, sont surexposés à l'immobilier en France. Oui. Ça, c'est clair, résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, SCPI. Donc, en 2020-2021, il y a eu les premiers fonds qui ont été lancés et accessibles aux particuliers. C'est là que je me suis dit, finalement, peut-être qu'il faudrait trouver une classe d'actifs qui permettrait d'avoir peu de risques, résilient en cas de récession, des cash flows visibles. Aussi, en cas de retour de l'inflation. Bon, je m'étais dit ça, peut-être que j'aurais dû le faire un peu plus fort, Bah oui. mais effectivement, on a rentré les infrastructures en 2020-2021 en disant à nos clients, vous avez trop d'immobilier, il faut qu'on trouve une classe d'actifs qui a aussi un Donc actif tangible avec cash flow. diversifié Diversifié, dans cette classe d'actifs. exactement. On aime trouver au cabinet des bonnes idées, les infrastructures, les cryptos, le private equity, peut-être un peu avant les autres, hein. C'est l'avantage d'être un cabinet à taille humaine. Et donc chercher la protection avec les infrastructures, ça c'est clair. Et aussi chercher une classe d'actifs qui pourrait protéger en cas de hausse des taux et inflation, qui est quand même normalement dans un cycle de Kondratiev. On devrait être dans un cycle de reflation à partir de maintenant. Donc il y a quand même ce risque et on ne serait pas du tout prêt si d'ici quelques années, l'inflation devait revenir et la Mm. hausse des taux devait revenir. Pour vous, c'est un des placements intéressants. Vous n'hésitez pas donc à le recommander les uns et les autres à vos clients. Vous dites investir dans les infrastructures, c'est se protéger des récessions et de l'inflation. Ça paraît un petit peu le produit miracle. La classe d'actifs d'infrastructure, elle va être la meilleure classe d'actifs en cas de récession. Donc ça, c'est vraiment important. En cas de récession, donc faible croissance, donc dans les 4 cycles, il y a la stagflation, donc croissance faible, récession avec de l'inflation, ou la déflation, récession plus baisse des prix, des inflations. Et c'est la meilleure classe d'actifs. Et donc, toutes les autres elles vont être meilleures que les infrastructures, mais avoir une classe d'actifs qui fonctionne en cas de récession Ouais. et en cas aussi d'inflation, Contracyclique finalement. contracyclique, grâce aux revenus et à l'indexation des loyers sur l'inflation. C'est très important d'avoir ça dans son patrimoine. Ok. Oui, non, peut-être juste un point, c'est suite à la hausse des taux, on a effectivement vu que l'immobilier a été touché, mais on voit quand même avec un peu de décalage sur l'infrastructure equity, encore une fois, on voit que le nombre de deals a quand même diminué sur 2023 et 2024 par rapport à ce qu'on avait connu en 2022. Donc, il ne faut pas oublier que ça se finance quand même par de la dette. Et donc, lorsqu'on est dans une période de hausse des taux, il y a un impact qui est Bien sûr. un petit peu décalé. Alors, on va parler aux spécialistes. Pierre-Emmanuel Girard, est-ce que vous confirmez justement? Oui, non, je confirme, je vais dans ce sens-là. Évidemment, on finance aussi des projets des acteurs du monde de l'infrastructure, donc on voit ces dynamiques. Je pense que c'est un point aussi à mettre en avant par rapport à la classe d'actifs de dette privée infrastructure. C'est justement l'avantage, on va dire, de cette classe d'actifs, c'est d'avoir des durées de maturité pour les financements en place, donc des échéances assez naturelles, et finalement des obligations de voir le capital revenir à une date donnée. Donc on est un petit peu moins tributaire de la situation de marché que sur du private equity ou de l'infra, et on sait qu'on a un horizon donné, effectivement, pour la maturité de nos financements. Donc on va dire sur les 2-3 dernières années, en fait, cette tendance que vous décrivez, que je confirme complètement, a été très favorable, à double titre, parce que nous, on a vu les investissements revenir, donc on a pu maintenir une performance, une vraie performance tangible, mais aussi parce que du fait que c'était plus compliqué de sortir de grands projets ou grandes sociétés d'infrastructure, finalement, notre produit de dette privée high yield, il est venu aussi, on va dire, faire la transition et aider à continuer à développer les projets, à développer les sociétés, dans un moment où les levées d'equity étaient compliquées parce que les valorisations avaient beaucoup chuté du fait de la hausse des taux. Donc finalement, ça a été à la fois la résilience de la classe d'actifs et une opportunité d'investissement supplémentaire
où on a pu investir aussi, on va dire, à des spreads plutôt plus élevés parce qu'on venait combler un besoin où il n'y avait pas d'alternative évidente. Ouais. Et le côté non dilutif de l'instrument de dette était très attractif à ce moment-là pour les actionnaires de ces sociétés. Voilà, et une concurrence aussi peut-être moindre, puisque les banques, en fait, n'y vont pas forcément. C'est des dossiers un peu trop risqués pour elles, et c'est là où vous arrivez, vous intercalez. Absolument, non, on est vraiment sur une classe d'actifs de la dette haut rendement, donc on est sur du non-investment grade. Donc on est sur un segment, on va dire, qui est bien borné, qu'on comprend bien. On va systématiquement sur nos financements avoir des sûretés, des covenants, des garanties, etc. Donc on va bien sécuriser l'investissement, mais ça va se faire au niveau de holdco, au niveau de sociétés qui n'ont pas un statut investment grade, ce qui fait que finalement on n'a pas effectivement cette concurrence des banques qu'on peut voir sur les financements projets long terme ou la dette senior infra, et ça permet vraiment d'aller chercher des opportunités aussi en bilatéral directement avec les emprunteurs, avec les sociétés, d'aller structurer des opérations, et pour nous, gérants de dette infra high yield, d'être impliqués sur l'opération du début à la fin et de piloter sa structuration, la documentation de financement et tous les aspects de la transaction. Alain Hervé, pour conclure cette séquence. Je compléterai quand même sur l'activité infrastructure. L'intérêt pour nos clients aussi, c'est de diversifier géographiquement le patrimoine, parce que ça permet aussi d'avoir ce qu'on a vu en tendance, c'est des clients privés qui étaient investis sur la France, qui grâce à cet actif de diversification sont allés à l'international, notamment en Europe, et voire plus loin aux États-Unis. Donc c'est un actif de diversification géographique, et je conclurai que c'est un actif de stabilité. La notion de résilience, c'est important, et sur du sens à l'épargne, j'accorde beaucoup d'importance, Oui. et nos clients accordent beaucoup d'importance. Et le dernier point, c'est que les sociétés de gestion qui publient un bon reporting comme Sven Capital permettent aussi d'avoir une traçabilité de l'investissement des épargnants au niveau des infrastructures. Ouais, nul doute que Rivage le fait également. Non, également, Rivage, on est une société de 50 personnes, on a 5 personnes dans l'équipe ESG Impact, donc c'est vraiment une dimension forte, et on a commencé il y a un certain temps, avant que ce soit autant à la mode aujourd'hui. Et je pense l'infrastructure, il y a un alignement naturel, en fait. On n'a pas besoin de rajouter des mécanismes ESG, on est dans l'économie réelle, et on est, on va dire, dans la décarbonation. Après, évidemment, peut-être il y a certaines sous-classes de l'infrastructure qu'on va suivre de manière un petit peu plus attentive, en particulier sur les transports encore carbonés, ou ce genre de choses. Mais sinon, on a un alignement quand même assez fort entre les actifs de décarbonation et même la digitalisation de l'économie, qui a quand même vocation à utiliser moins de ressources pour faire la même chose. Bien sûr. C'est en particulier Si le on cas de la résume, fibre optique. messieurs, résilience, on donne du sens, c'est contracyclique, il y a du rendement, ça paraît un petit peu le placement magique. Ce que je vous propose de voir dans un instant dans le débat, c'est est-ce qu'il y a des risques ou des pièges à éviter sur ces infrastructures? C'est dans un instant. Et il nous restera... Le débat tout de suite dans l'effet patrimoine, on s'intéresse aux infrastructures, mais alors y a-t-il des pièges à éviter dans cette super classe d'actifs? C'est la question qu'on va poser à nos experts, Anthony Calci de Calci Patrimoine, Michael Sfez de Carmony Office, Pierre-Emmanuel Giroux, Rivage Investment et Alain Hervé, Arkea Banque Privée. Alain, on redémarre avec vous. Vous dites attention quand même sur ce placement infrastructure, peut-être pas destiné à tous les clients. Non, effectivement, on est dans la notion de rendement risque, donc effectivement, il y a du risque. Ça, c'est important aussi à avoir en tête. Et la notion de liquidité reste importante dans cette classe d'actifs. Comme on a parlé de produits longs, c'est des durées longues. Donc, ça permet là aussi à l'investisseur d'être prudent sur cette classe d'actifs. Donc, je dirais que la notion de liquidité, bon, il y a des fonds evergreen qui ont été constitués pour assurer de la liquidité, mais je dirais que c'est le premier risque, c'est l'illiquidité. Donc, c'est s'inscrire sur du temps long, mais bien le préciser à nos clients, la notion de durée. Michael Suez, vous n'êtes pas très favorable à ces fonds evergreen? Moi, le Canada Dry. Non, mais à partir du moment, je pense que à partir du moment où on est sur effectivement ce type d'actifs, on recherche vraiment les caractéristiques spécifiques dont on a parlé, de résilience, de prédictibilité des cash flows. Et donc, effectivement, il faut jouer la carte à fond. Ouais. Si on en a les moyens, bien évidemment, parce qu'il faut effectivement des patrimoines. Aujourd'hui, nous, on préconise une allocation de l'ordre de 5% sur cette classe d'actifs. Donc, à partir du moment où on rentre sur des fonds un peu plus institutionnels ou même des feeders de fonds institutionnels, bon, ça veut dire globalement qu'on a un patrimoine significatif. Donc,
je trouve que l'Evergreen, c'est un peu jeune aujourd'hui. Et je pense qu'on a vu les sujets de SCPI et de problématiques de liquidité. Et donc, si on peut éviter à nos clients un risque supplémentaire, parce qu'il y a des risques sur la classe d'actifs infrastructures, des risques réglementaires, des risques politiques. Donc, si on peut éviter ça, on préfère, effectivement. D'accord, le fonds Evergreen, on rappelle, hein, c'est par exemple, on va le retrouver peut-être dans des unités de compte demain, dans des PER, dans des assurances vie. Oui. Le souci, c'est que ça sera évidemment, on pourra rentrer, sortir. Alors, peut-être pas en quelques mois, c'est pas conseillé, mais ça pourrait être fait. La contrepartie, c'est qu'évidemment, on n'a pas comment dire, ce besoin effectivement de temps long dont on a parlé Oui, tout avec à l'heure. une baisse de rentabilité. Et bien parce sûr, que, baisse de rendement voilà. et peut-être cascade de frais, bien évidemment. Donc, pas de Canada Dry pour vous, Michael Spez. Vous, Anthony, alors 5%, disait Michael, pour ses clients. Vous n'hésitez pas à en mettre vraiment une grosse partie Oui. pour ceux qui le peuvent. Bon, je rejoins tout à fait Michael sur le fait que quand on a des patrimoines très importants, on peut être puriste et bloquer son capital une dizaine d'années et ça pose pas de problème. Mais c'est clairement la catégorie de patrimoine supérieur, on va dire au-delà de 10 millions d'euros. C'est pas un problème de mettre quelques centaines de milliers d'euros Bien et sûr. pas en voir la couleur pendant 10 ans. Là, quand même, on va dire que la clientèle des conseillers, des cabinets de gestion de patrimoine et de gestion privée, ils vont être majoritairement en assurance vie, ils vont vouloir de la liquidité, et à ce moment-là, eh ben, ils vont être prêts à sacrifier beaucoup de rentabilité pour avoir la liquidité et avoir quelque chose de très diversifié et beaucoup moins pur. Et donc là vient la sélection des fonds Evergreen qui ont ces défauts-là et qui ont ces risques-là, c'est clair. Mais si on s'intéresse vraiment et qu'on regarde comment ils sont faits, on peut trouver des fonds Evergreen qui vont avoir l'expérience de ce qui s'est passé sur les SCI et CPI ces dernières années, et notamment le fait d'avoir une grosse part de poche liquide. Il y a du monétaire, parfois même des actifs cotés, donc des entreprises cotées. Donc Oui. il va y avoir 30% de complètement liquide, plus une autre partie dettes privées qui vont avoir des durations relativement courtes pour que finalement, on se dit s'il y a un peu moins de la moitié qui part du jour au lendemain, on arrive à peu près à récupérer. D'accord. Et donc, évidemment, donc faut regarder dans le détail. Faut voir aussi ce que promet l'assureur. Alors, ce que promet. Parfois, on a vu sur H2O par exemple qu'ils nous a promis la liquidité. Finalement, il n'y a pas eu de liquidité sur les actifs non cotés. Mais bref, il y a des risques. Mais quand il y a pour moi, selon moi, des fonds Evergreen qui méritent une place fonds de portefeuille d'une assurance vie. Et je préfère avoir ces fonds-là que des fonds non cotés, de produits structurés, D'accord. en part significative de plusieurs dizaines de pourcents dans un contrat d'assurance vie, Ouais. sans aucun souci, en Donc, comprenant dans l'ordre, si on a l'avantage les et les moyens risques. finalement, le feeder ou directement accès à la source, mais on bloque le capital pendant 10 ans ou plus. Et puis pour le reste de la population, mais c'est quand même une classe d'actifs à considérer et il faut trouver effectivement les bons fonds. Pierre, Emmanuel, justement, je voulais avec vous voir quels étaient vos risques à vous. On parle souvent des normes, de la réglementation, de la politique. C'est vrai que ça peut changer du tout au tout, notamment on l'a vu dans les ENR, les énergies non renouvelables. On a eu des crises de tendance sur le photovoltaïque il y a une quinzaine d'années. Quels sont les principaux risques, ce que vous scrutez, vous, très attentivement sur cette classe d'actifs quand vous investissez? Je pense qu'effectivement, tout investissement s'accompagne d'une compréhension fine, très fine du contexte réglementaire, également qui peut être influencé évidemment par la vie politique et les événements politiques à venir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Ce qui est sûr, c'est que les dossiers qui ont eu, on va dire, des soucis, et d'ailleurs, même sur le solaire, en fait, c'est pas vraiment allé au bout, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, mais le risque, les projets qui sont les plus à risque de nos points de vue, c'est ceux qui dépendent, on va dire, de mécanismes de subvention forts. Donc finalement, là, on est dans un monde un peu nouveau, comme je le disais tout à l'heure, où le renouvelable en a de moins en moins besoin, voire n'en a plus besoin. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La digitalisation, le secteur a besoin en fait d'une réglementation qui est protectrice, qui met les règles du jeu, qui, par exemple, dans des zones rurales où ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs réseaux concurrents, qui définit des conditions de monopole avec un contrôle sur les prix pratiqués par l'acteur en monopole, etc. Donc ça, c'est une réglementation protectrice, mais ce n'est pas de la subvention. Donc finalement,
ces mécanismes-là, on les surveille parce qu'ils peuvent évoluer, mais finalement, moins on est exposé à des subventions et on va dire à des coûts élevés pour les finances publiques, plus on est à l'aise avec ce risque réglementaire, parce que la réglementation peut évoluer, mais globalement, les infrastructures, tout le monde est d'accord, on en a besoin, il faut les développer, il faut les préserver. Surtout en ce moment où les finances publiques, ça n'aurait échappé personne, sont plutôt serrées, tirées. Alain Hervé, justement sur ces risques, peut-être les pièges à éviter, ou c'est quoi, ça va être le conseil par rapport à vos clients? Ils comprennent quand même bien les enjeux? Je dirais que c'est un actif facile à comprendre. En plus, on a la chance d'avoir des sociétés de gestion qui incarnent cette classe d'actifs en termes d'infrastructure. Ça, c'est important parce qu'on est aussi en architecture ouverte, donc on fait une Oui. sélection des gérants. Pour moi, c'est important au niveau des équipes, c'est-à-dire qu'on sélectionne les bonnes sociétés de gestion. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de risque, mais par rapport à d'autres classes d'actifs, je pense que c'est un bon actif de diversification. Nos clients sont convaincus de cette classe d'actifs. Pourquoi? Parce que la rentabilité reste d'un bon niveau, hein. On est entre 6 et 10% sur du core business, sur des actifs résilients. Donc, c'est une bonne classe d'actifs. Et je dirais que là aussi, dans la diversification, on parlait de pourcentage. Moi, je dirais que 5 à 10% dans cette classe d'actifs sur une clientèle privée, gestion de fortune, ça donne tout son sens, avec là aussi une notion de rendement. Et le risque, je voyais le niveau de risque sur du high yield, c'est 4%, et sur l'infrastructure, c'est 2%. Donc on voit que malgré tout, en risque de crédit final, le niveau de risque est plus faible. Donc pour un bon rendement. Et le dernier point, c'est la distinction entre le capital et la dette, parce qu'il y a des fonds de capital et des fonds de dette, et là, le niveau de risque est plus important en capital. On l'a vu sur 2024, où les rendements étaient plus faibles en capital qu'en dette. Oui. Sur ce, tout à fait, assez clair. Il faut bien distinguer est-ce qu'on est en dette ou en capital, en equity. Mais quand même, sur la partie equity, vous allez avoir une meilleure protection sur l'inflation, hein, Pierre-Emmanuel. Et du coup, si on est trop en dette, évidemment, on protège mieux le patrimoine à court terme avec surtout le rendement actuel qui est très intéressant. Mais à long terme, moi, je recherche aussi une protection de l'inflation et en cas de hausse des taux et d'inflation. Donc, je trouve que sur la partie long terme, avoir de l'equity aussi protège s'il y a finalement une résurgence de l'inflation et de la hausse des taux. Et voilà, le retour du super cycle, hein, Congratia, vous nous avez dit, peut-être à vérifier. Un jour. On verra. Merci en tout cas, messieurs, pour avoir éclairé notre connaissance, notre lanterne sur cette classe d'actifs nouvelle, résiliente, qui fait sens, qui plaît à peu près à tout le monde. Après avoir, selon vos moyens, que ce que vous pouvez investir justement dans cette classe d'actifs. Merci Anthony Calci, Calci Patrimoine, Michael Sfez, Carmony Office, Pierre-Emmanuel Giroux, Rivage Investment et Alain Hervé, Arkea Banque Privée. N'oubliez pas ce numéro pour en savoir plus de Décideur Patrimoine spécial infrastructure. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.